Bonjour à tous, vous écoutez la 56e vidéo rivarolienne, celle du mois de juin 2023, le mois de juin étant pour certains le mois dit des fiertés, mais il s'agit surtout du mois du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis en présence du directeur de publication de Rivarol, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonjour Florian, bonjour à tous. Pour vous lancer tout de suite sur le premier sujet, donc féroce répression à l'égard des événements dits d'ultra-droite, que ce soit d'ailleurs nationalistes, patriotiques, enracinés simplement. Vous allez pouvoir revenir un petit peu sur chacune de ces interdictions. Oui, et si on m'avait dit un jour, dans mon enfance ou ma jeunesse, qu'il arriverait un moment où simplement organiser un banquet pour l'anniversaire d'un journal d'opinion, organiser un colloque, un forum, déposer une offrande florale à Jeanne d'Arc, la sainte de la patrie, serait considéré comme un acte anti-républicain, discriminatoire et donc délictueux, et que par conséquent il était interdit de manière préventive, j'avoue que je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas imaginé qu'un jour en France, on arriverait à ce degré de tyrannie. On savait déjà qu'il y avait des guerres préventives, notamment la guerre contre Saddam Hussein contre l'Irak en 2003, où on avait fait croire de manière mensongère et calomniatrice qu'il y avait des armes de destruction massive. Rappelez-vous de la fiole brandie par Colin Powell, faisant à croire qu'il y avait des substances extrêmement dangereuses à l'intérieur de cette fiole, alors qu'en réalité, les seules armes de destruction massive, c'était celles des États-Unis d'Amérique contre le peuple irakien, puisque ça a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts, ce conflit, autant et même davantage de blessés, et que ça a détruit complètement un pays de manière tout à fait injuste, scandaleuse, ignoble. Mais je veux dire que tous les gens qui sont responsables de cette guerre, soit ils sont morts dans leur lit, soit ils sont encore en bonne santé, mais aucun n'a été placé devant aucun tribunal. Le tribunal international de La Haye pour les crimes contre l'humanité s'est tu dans ce cas-là, je veux dire, voilà. Donc il y a des bombes qui sont bonnes, et il y en a d'autres qui sont mauvaises, quoi. Selon qu'elles sont étiquetées fascistes ou pas, voilà, ou démocratiques. Pourtant l'explosion est la même. On le savait déjà depuis Hiroshima, Nagasaki, etc. Et là on l'a vu également avec l'Irak. Donc de même qu'il y a des guerres préventives, absolument, ce qui est une notion absolument ahurissante. Maintenant il y a des interdictions préventives, puisqu'on considère qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public. Oui, troubles à l'ordre public, le trouble public, moi simplement matériel. Là ils ont inventé une nouvelle notion, c'est le trouble à l'ordre public immatériel. Ah oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on s'en prend à l'esprit. Voilà, c'est-à-dire que des paroles pourraient être prononcées, des gestes, on a même dit le tribunal administratif de Paris, des gestes qui pourraient être faits contraires à la tradition républicaine, aux valeurs républicaines. On n'a plus le droit de se saluer à la romaine, peut-être. Voilà. Entre autres, voilà. Et par exemple, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a alors on va essayer de rappeler quand même le contexte pour nos internautes, qui ont la gentillesse de venir encore au bout de 5 ans encore, qui nous supportent encore. Bon voilà, ça fait 17 ans qu'ils nous supportent, et les internautes de Rivarol, ça fait 5 ans, et les abonnés de Rivarol, ça fait 13 ans qu'ils nous supportent, dans sa direction. Voilà, donc ils sont très patients, très méritants. Voilà, bon bref, donc toujours est-il qu'en réalité, le 6 mai 2023, attention date, 6 mai. Le 6 mai 2023, eh bien, le GUD, plus exactement le comité du 9 mai, qui est essentiellement composé du GUD, qui est une organisation nationaliste. Certains dans le milieu qui n'aiment pas le GUD l'appellent les trous du GUD. Bon, mais ça. C'est un milieu étudiant, mais assez skinhead. Voilà, donc il y a des gens qui aimaient, des gens qui aiment moins, mais peu importe, on n'entre pas dans ce débat ce soir. Voilà, mais en tous les cas, toujours est-il que donc le GUD avait organisé une manifestation le 6 mai 2023, comme il le fait chaque année, le comité du 9 mai, plus précisément, en hommage au militant nationaliste Sébastien Desieux, qui était ancien militant de l'offre française et puis aussi du GUD, ou troisième voie, je crois, et qui avait été, dans le cadre d'une course-poursuite par la police de Pasqua, à la suite d'une manifestation, contre l'impérialisme américain, en 94, donc qui était réfugié sur le toit d'un immeuble, et qui malheureusement est tombé, en voulant fuir la police, évidemment, tombant d'un toit de plusieurs étages, en est mort. Bon, voilà. Et donc chaque année, de manière régulière, le comité du 9 mai, qui s'est constitué peu après donc la mort de ce jeune homme, eh bien, et qui réunissait d'ailleurs à l'époque, parmi les organisateurs, le Front National de la Jeunesse, ce qui est pas inimaginable aujourd'hui. C'est rien que ça, où en 30 ans, les choses ont évolué. Oui, parce que la marine a bien voulu mettre le distinguo entre... Ah bah elle avait non seulement le distinguo, elle avait appelé à l'interdiction de sa manifestation en disant que c'était scandaleux qu'on laisse des gens manifester. Voilà, comme elle avait déjà écrit au Premier ministre, Madame Elisabeth Borne, Borstein,
pour demander la dissolution des groupuscules dits d'extrême droite à la fin de l'année dernière, ou au début de l'année prochaine, vous vous rappelez de ça, ouais. Bon, et donc là maintenant on en est, il y a un cran au-dessus, elle veut interdire non seulement les groupuscules, mais même le fait qu'ils puissent s'exprimer dans le cas d'une manifestation pacifique. Alors cette manifestation du comité du 9 mai, qui avait réuni environ 500 jeunes gens et jeunes filles, n'avait commis aucun délit d'aucune sorte, n'avait, contrairement à ce que fait habituellement la gauche, l'extrême gauche, lorsqu'elle manifeste, en prenant au mobilier urbain, brûlant, incendiant des voitures, incendiant des poubelles, s'en prenant souvent violemment à la police ou à la maréchaussée, et même parfois des passants, eh bien, en l'occurrence, là, rien de tel. Hein, aucune violence d'aucune sorte, ni contre des biens, ni contre des personnes, aucun slogan haineux, bon, ou appelant à la violence ou à la destruction de qui que ce soit, simplement une manifestation silencieuse, mais il a été reproché, donc la semaine qui a suivi à l'Assemblée nationale par la France Insoumise, le fait que c'était scandaleux parce qu'il y avait des croix celtiques sur des drapeaux, mais que je sache, la croix celtique n'est pas un signe interdit. En plus, on fait dans les cimetières. Exactement. En plus, on essaye de faire une équivalence entre la croix celtique et la croix gammée, parce qu'ils sont des choses distinctes, hein, tout à fait distinctes. Bon, voilà. Bon, enfin, tout ça est grotesque. Bon. C'est un peu issu de la roue solaire indo-européenne et tout, mais bon. Et d'autre part, le fait qu'ils étaient masqués, que certains, pas tous, mais que certains militants étaient masqués, mais que je sache, on nous a imposé pendant 2 ans de porter un masque, hein, et à tel point que si on ne le mettait pas complètement sur le nez, sur les lèvres, sur la bouche, on avait une amende. Moi, plusieurs fois, je me suis fait morigéner par des policiers parce que j'étais bien mis sur le nez, etc. Voilà, bon, pas mis du tout. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez contradictoire qu'on nous a imposé le masque et que maintenant, on feint de s'indigner parce que certains manifestants étaient masqués. Puis pour pas être fiché en plus, parce que le fichage est de mise dans ces... Voilà, il y a ça. Et on leur reproche aussi de travailler de noir. Enfin, il me semble qu'en général, pour un deuil, c'est quand même traditionnellement la couleur qui est utilisée. Voilà. Bon, donc tout ça est véritablement grotesque, mais en répondant à ce député de la France Insoumise, le ministre de l'Intérieur, Gérald de Moussa Darmanin, a dit quelque chose de très grave, puisqu'il a dit dorénavant qu'il avait demandé au préfet de police de Paris et à tous les préfets des départements de France, car ça ne concerne pas seulement la capitale, eh bien, d'interdire à l'avenir, de manière préventive, toute manifestation dite d'extrême droite ou d'ultra-droite. Alors, l'extrême droite ou l'ultra-droite, déjà, ça n'est pas une notion juridique. C'est une accusation politique, voilà, et souvent d'ailleurs péjorative dans leur bouche, voilà. Et donc, c'est qu'on va très très loin dans cette notion d'extrême droite et d'ultra-droite, puisque ça va jusqu'à l'Institut Iliade, ça va jusqu'à l'Action française officielle, jusqu'à la place d'Armes, jusqu'à des manifestations souverainistes, c'est hallucinant, quoi. Et alors attention, quand on dit toute manifestation, ça veut dire toute manifestation, mais pas simplement de rue, puisque c'est même un colloque, un forum, un rassemblement, voilà. Donc c'est hallucinant. Et effectivement, dans la semaine qui a suivi, pour donc la fête de Jeanne d'Arc, donc c'était le week-end du 13 et 14 mai 2023, eh bien, Darmanin, le préfet de police Laurent Nunez, sur ordre de Darmanin, a interdit 7 manifestations, dont les Gilets jaunes, les jaunes qui n'ont rien à voir a priori avec l'extrême droite, il leur faudra le démontrer, quoi. Dont 2 manifestations de l'Action française, qui c'est elle seule d'ailleurs qui a réussi, on va y revenir, en jeu administratif, à maintenir son colloque le samedi et son cortège traditionnel de Jeanne d'Arc le dimanche matin, mais sinon toutes les autres, soit n'avaient pas fait de recours, soit les recours ont été rejetés. Il y avait donc Place d'Armes, une organisation de militaires où devaient intervenir Bruno Gollnisch, Escada, Renaud Camus. Là c'était interdit, ils ont fait un recours en urgence qui n'a pas abouti. Il y a eu Penser la France, une organisation de clubs souverainistes qui eux n'ont pas fait de recours, donc interdit également. J'ai dit manifestation de Gilets jaunes, et donc la manifestation d'Ivan Benetti. Alors il y avait un colloque, Forum de la Nation des nationalistes, donc d'Ivan Benetti le samedi, la préfecture de police de Paris, qui ont manifestement des bras cassés, des pieds nickelés, elle l'avait oublié, l'interdire, et sont les journalistes de Libé qui agissent en indique de la police, qui a dit oui, vous avez oublié cette manifestation. Voilà. Et donc c'est le soir même au moment de s'achever qui a été reçu l'arrêté d'interdiction. C'était trop tard, dans un hôtel parisien proche de la place d'Italie, eh bien, a eu lieu ce forum, donc il s'est maintenu. Mais, en revanche,
ils avaient interdit la Jeanne d'Arc pour Benedetti, enfin pour les nationalistes. On était très honorés sous la Troisième République, ça ne posait pas de problème. Tout à fait. Et qui est juste un dépôt de gerbes à la place des pyramides, sans manifestation. François Mitterrand s'y était rendu d'ailleurs, je crois, c'était le dernier qui le pratiquait. Sur cet hommage. Je crois que le dernier c'est Pompidou, il me semble. Oui, c'est plus Giscard, c'est plus Giscard 74 que ça s'arrêtait, c'est avec Giscard 74 que ça s'arrêtait. Voilà. Donc ce que je voulais dire effectivement, c'est que donc, la manifestation qui était prévue pour les Benedetti et les nationalistes, c'était une manifestation statique, fixe, il n'y avait pas de marche, il n'y avait pas de défilé, voilà. Et donc cette simple offrande florale avec quelques discours brefs, il devait être tenu, le tout devait durer maximum 1 demi-heure, 9h30 et 10h, dimanche 14 mai au matin, place des Pyramides, Paris 1er. Eh bien, en l'occurrence, ça a été interdit. Bon, mais ce qui est plus grave encore que l'interdiction, c'est la décision, l'arrêt du tribunal administratif de Paris, son jugement, puisque Benedetti a introduit un recours via son avocat maître Pierre-Marie Monod devant le tribunal administratif de Paris, dans le Marais, dans le 3e arrondissement, bon, et le jugement du tribunal administratif de Paris est ahurissant. Il est dit en fait que oui, les pouvoirs publics avaient raison d'interdire cette manifestation, qu'il n'y a d'ailleurs pas d'autre solution pour prévenir tout trouble à l'ordre public, matériel et surtout immatériel, parce que risquaient de s'y tenir des propos discriminatoires et des gestes pouvaient être faits également, contraires à la tradition républicaine, aux valeurs républicaines, etc. Et que M. Benedetti avait été, alors ça c'est peut-être le plus important, le plus grave à leurs yeux, avait été condamné pour négationnisme, contestation de crime contre l'humanité, alors même que ces condamnations, je le précise, aucune n'était définitive, elles étaient frappées d'appel. Donc théoriquement, juridiquement, elles n'existent pas. Donc en plus, c'est ahurissant, quoi, voilà. Mais ce qui est quand même frappant, on voit très bien que, et d'ailleurs, comme par hasard, le 14 mai, c'était juste l'anniversaire, les 75 ans de l'entité sioniste, puisqu'elle a été proclamée officiellement le 14 mai 1948. Voilà. Et donc c'était le 14 mai 2023 qui tombait ce jour-là. C'était la fête de Jeanne d'Arc en France, mais je veux dire, c'est juste 75 ans. Donc moi, j'y vois quand même un lien de cause à effet, parce que tout ce qui est de près ou de loin jugé antisémite, judéo-critique, n'a plus le droit de citer, d'aucune sorte. Bon, voilà. Même déposer une simple offrande florale à la sainte de la patrie. Bon. Donc, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est effrayant. Je dois dire que je n'ai personnellement aucune confiance en la justice administrative qui, au moment du confinement, a validé, sans aucune exception, toutes les mesures portant atteinte de manière sans précédent et scandaleuse, extrêmement grave, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, y compris au sein de la propre de sa famille, de son cercle familial, la liberté de manifestation et la liberté même de culte, hein, puisque ont été interdits toute une série de cultes et même de lieux de pèlerinage, de lieux d'apparition pendant des mois entiers. Voilà, hein, de 2020 à 2022. Voilà, au nom de la tyrannie sanitaire et covidesque. Finalement, il continue dans cette dynamique. Tout à fait, et rappelez-vous que sans l'excuse. Je pense que le Covid a été un élément essentiel, effectivement. On n'en a pas forcément mesuré à l'époque à quel point on avait changé de paradigme, changé d'époque, et à quel point il y avait une aggravation considérable de la situation. On entrait dans un nouveau monde. Je rappelle d'ailleurs que c'est en juin 2020 que YouTube a pris de nouvelles mesures aussi au nom de contenus haineux, censurant des vidéos YouTube. Soral, Dieudonné le premier a été censuré, puis Soral, puis nous après, fin 2020, et d'autres également. Mais c'est très révélateur. Voilà, il y avait une politique vraiment de censure de la parole et de la pensée non conformiste, et surtout non conformiste à l'égard de la question juive. Voilà, il faut dire les choses, quoi, je veux dire. Pas seulement, mais d'abord celle-ci. Bon. Mais même si ça va beaucoup plus loin que ça, puisque j'ai vu que dans la circulaire de Darmanin du 9 mai 2023, demandant l'interdiction de toutes ces manifestations d'extrême droite, est considéré comme haineux, pas simplement ce qu'ils appellent l'antisémitisme, le négationnisme et tout ça, mais même, tenez-vous bien, la rémigration. C'est-à-dire que proposer le retour même graduel, pacifique, d'un certain nombre d'étrangers, notamment à commencer par ceux des institutions régulières, etc., dans leur pays d'origine, c'est considéré comme quelque chose de délictueux, voire de criminel. Donc ça c'est quand même nouveau, parce que je me rappelle que le programme du Front National, le canal historique pendant des années, il y avait comme le retour d'immigrés, de centaines de milliers d'immigrés prânés de leur pays d'origine. Je veux dire, commencer par les institutions régulières, les chômeurs, les clandestins, les criminels, les délinquants, etc. Bon, donc ça c'est quelque chose quand même qui est quand même frappant aussi, si vous voulez. Voilà. Bon. Voilà. Alors, donc, on ne peut plus rien dire,
dans notre pays, et même on ne peut plus rien faire, quoi, parce que même un simple colloque, un simple banquet, voilà. Et donc cette manifestation était interdite le week-end du 13 du 14 mai, et le week-end suivant, alors ça j'aurais jamais cru possible, l'Institut Iliade, qui est pourtant quand même très bourgeois, très mondain, très modéré, c'est moins qu'on puisse dire, je veux dire, qui donc voulait rendre hommage à Dominique Vénère 10 ans après son suicide dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un acte objectivement sacrilège, il faut quand même dire les choses, bon, mais enfin, il voulait rendre hommage aussi à son œuvre, à sa pensée, etc. Bon, eh bien, quel que soit ce qu'on pense du personnage et tout ça, le fait est que ça a été interdit, ce colloque. A été interdit, ce qui est quand même hallucinant en disant, parce qu'il y a des orateurs qui sont connus pour leur position haineuse, discriminatoire, etc. Et Vénère lui-même était membre de l'OS, alors que l'OS en 68 il y a déjà une première amnistie sous De Gaulle, et une deuxième totale en 82 sous Mitterrand, quoi. Donc c'est ahurissant. Et en plus Vénère il est mort depuis 10 ans, il ne peut pas se défendre, enfin, je veux dire c'est ahurissant. C'est bon, voilà. Un colloque organisé par des journalistes, des écrivains, des penseurs, des publicistes, tout ça est pacifique. Encore une fois, on n'apprécie pas, c'est notre question, c'est la liberté de chacun, mais c'est hallucinant d'interdire un tel colloque. Bon, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est inouï. Enfin, donc, si vous voulez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de maintenir le banquet de Rivarol qui devait rouler quelques semaines après, car il était bien qu'il va être interdit lui aussi, puisqu'on est 100 fois plus sulfureux que l'Iliade. Hein. Voilà. Parce que l'Iliade, je précise, lorsque Renoir était en prison, il n'a rien dit, il n'a rien fait, pas un simple communiqué. Quand Frisson est mort, un simple communiqué, pas un tweet, rien du tout. Quand Rivarol a été persécuté, qu'il a perdu l'agrément de la commission prétaire, on est condamné lourdement en justice, on est persécuté en kiosque, dans les supermarchés et autres, il n'y a pas un mot, hein, je veux dire, voilà. Bon, voilà. Et je rappelle que Dominique Vénère, lui-même qui était très courageux, incontestablement dans la guerre d'Algérie, et qui avait une très belle plume et qui était un érudit, et il ne reste pas moins qu'après la guerre d'Algérie, il s'est quand même un peu embourgeoisé en prenant des positions très modérées. Par exemple, dans sa revue, la nouvelle revue d'histoire, qui faisait suite à Enquête sur l'histoire, bon, lorsqu'il parlait de la Russie, de la révolution bolchevique, il n'y a pas un mot sur la question juive. Hein. Alors que quand même, bon, je veux dire, la question des juifs, de la révolution bolchevique, un seul Solzhenitsyn en parle, lui, hein, dans 2 siècles ensemble, hein, et pas qu'un peu. Bon, voilà, bon, il avait refusé de chroniquer les livres de Rissen. Lorsque Jean-Marc Le Chevalier, alors maire FN de Toulon, avait organisé un salon du livre, le conseil général UDF de la ville avait organisé au dernier moment un salon du livre dissident. Où croyez-vous que Dominique Vénère est allé? Au conseil général dissident du conseil général UDF et non pas la mairie FN de Le Chevalier. Oui. Donc oui, il était quand même bon. Et aussi, il aimait à dire qu'il participait aux chasses présidentielles sous Mitterrand avec son ami François de Grossour. Voilà. Donc c'est vous dire que les sujets sulfureux, il ne les abordait pas pour ne pas se mettre à dos certain nombre de gens et ne pas se mettre en dos, comment dirais-je, perdre des adresses dans son crâne adresse mondain, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que quand on dit Dominique Vénère, bon, image de radicalité toujours présent, ça a été vrai incontestablement pendant la guerre d'Algérie, il était après. Proche de Pierre Sidos. Voilà, à cette époque-là, oui, bah, c'est son adjoint, son numéro 2 d'ailleurs. À l'époque-là, mais après il s'est quand même beaucoup bourgeoisé. Bon, c'est son affaire, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est que bon, ça n'était quand même pas une image de radicalité exceptionnelle, quoi. Bon, voilà. Et donc, malgré cela, malgré leur prudence et leur pudeur sur un certain nombre de sujets, eh bien, eux-mêmes ont été interdits. Oui, c'est-à-dire, si on avait dit un jour que l'Iliade serait interdit, enfin, un colloque de l'Iliade, une réunion de l'Iliade, quoi que ce soit de l'Iliade d'ailleurs, etc., qui soit interdits, je n'aurais pas cru, je vous dis franchement. Hein, j'aurais été prêt à jouer gros, j'aurais tout perdu. Donc c'est vous dire que vous voyez, même quand on a des stratégies d'évitement d'un certain nombre de sujets sulfureux, ça n'est pas une garantie. Ça finit par nous tomber dessus. Ça finit par nous tomber dessus, je dirais même que c'est même dangereux, parce que vous voyez, à force d'accepter cette forme d'autocensure, on l'alimente. On l'alimente de même que la répression alimente la répression, la censure et l'autocensure alimentent la censure. Et permet aux autres, parce que c'est un jeu de faiblesse, qu'on le veuille ou non. Et donc les autres se disent, finalement, ils ont peur quelque part, et c'est vrai, quelque part de ça, il n'y a pas de problème, et donc on va aller plus loin, on va toujours plus loin dans la tyrannie, dans quelque chose qui est abominable. Au rythme où vont les choses, ce monde qui est déjà de moins en moins respirable, et dans 10 à 20 ans, au rythme où ça va, il sera totalement irrespirable, totalement invivable, hein, totalement invivable. Faut en avoir conscience, c'est effrayant. Non seulement avec la tyrannie LGBT, ce qui prend des proportions, maintenant on va pas les drag queens. Ce sont les valeurs républicaines. Oui, tout à fait, voilà, c'est pour le coup, les drag queens qui sont chargés
encourageait de raconter des contes aux enfants des écoles, à les maquiller, à se tenir tout près d'eux, tout ça, etc., pour les encourager finalement à voir ses mœurs, adopter ses mœurs. Enfin, c'est hallucinant. Bon, donc quand on voit dans les écoles comment on favorise ce qu'ils appellent le changement de sexe, les transitions de genre, la transidentité, etc., c'est absolument abominable. Bon, voilà. Et maintenant, on en a parlé tout à l'heure, on vient vers l'euthanasie, comme ce qui se passe au Canada, ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique, ou même on euthanasie des enfants. Enfin, c'est affreux, quoi, je veux dire. Bon, voilà. Bon, donc si vous voulez, c'est une société qui est de plus en plus horrible, sans monter la constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est-à-dire qu'on va graver dans les reins constitutionnels le droit de tuer, de dépecer un bébé tout à parfaitement viable, etc., de fracasser son cerveau, de briser son crâne. C'est ça l'avortement, c'est un acte de barbarie, hein, c'est une boucherie. Hein. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on va constitutionnaliser ça. Vous avez raison, c'est ça les valeurs républicaines, c'est ça la tradition républicaine d'ailleurs. D'ailleurs, ça l'est depuis la Terreur, depuis la Première République, etc. Les massacres de septembre, le génocide vendéen, les noyades de Nantes. Enfin, je veux dire, la République n'est et ne se maintient que dans le sang, finalement, dans le sang des innocents, particulièrement, voilà. Dans les massacres généralisés, et dans le mensonge, l'imposture, le vice, voilà, et la laideur, voilà. C'est clair, bon, voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas être républicain, en tout cas pas en France. Je veux bien qu'il puisse y avoir des républiques ailleurs, la République de Venise, la République romaine, la République où on peut avoir un jugement plus nuancé, moins négatif, ça c'est une chose. Mais en France, la République telle qu'elle est, c'est une machine de... C'est pas simplement comment dirais-je, un régime parmi d'autres. C'est vraiment une machine de guerre contre l'Église catholique, contre le beau, le bien, le vrai, contre la tradition, contre la nation, contre Dieu, contre la famille. C'est évident, hein, voilà. Et je dirais que plus on a de recul, plus c'est évident. Voilà. Donc, si vous voulez, donc, dans ces conditions, j'étais obligé d'annuler le banquet, qui aurait été interdit de toute façon. Et d'ailleurs, j'ai consulté des juristes, des amis avocats, des personnes amis qui m'ont dit oui, parce que là, on a déjà prévu 15 000 euros, parce que j'avais dû avancer, comme c'est le cas dans des transactions commerciales, 30% pour la compte, 15 000 euros qui sont perdus, hein, définitivement. Ils n'ont rien voulu savoir, les prestataires. Bon, mais si j'avais attendu le dernier moment, en espérant que finalement ça passerait quand même, mais ça ne serait pas passé, c'est évident. Ce qui nous auraient interdit sûrement un ou deux jours à l'avance, hein, comme ils auraient pour les autres. Hein. C'est-à-dire que non seulement tous les rapports étaient jetés à la poubelle, hein, et j'avais quand même commandé de bonnes choses, hein, voilà, bon, en quantité. Bon, et donc, c'est 50 000 euros 50 000 euros qu'on perdait, si vous voulez, là. C'était dramatique, quoi. Donc, et il est évident qu'il nous aura interdit. Dans le contexte actuel, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bon, par conséquent, à la mort dans l'âme, j'ai bien été contraint de renoncer à ça, d'autant qu'il y avait des gens qui venaient de l'étranger, qui s'apprêtaient à acheter des billets d'avion, de train, etc., payer des hôtels. Voilà, bon, ceux qui ne l'avaient pas fait comme ça ne l'ont pas fait, ceux qui l'avaient déjà fait peuvent en général arriver à se rembourser, pas tous, hélas. Mais la plupart, quand on arrive à se rembourser plus ou moins, annuler, voilà. Si j'avais fait au dernier moment, ça aurait été dramatique, quoi. C'est ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai considéré dans le contexte actuel, après avoir réfléchi, après avoir consulté, que malheureusement, on n'a pas de solution que d'y renoncer. Mais vous voyez, encore une fois, il y aurait beaucoup de stands, il y aurait eu des discours, des surprises, enfin, j'avais prévu quelque chose qui je pense aurait été nature, me semble-t-il, si cela avait pu se tenir, quelque chose de bien, d'agréable, de chaleureux, de sympathique, mais il y a un moment donné, quand ça mitraille de tous les côtés, on est obligé de se mettre à l'abri, quoi. On ne peut pas être dans le déni réel, donc il y a un moment donné, on est bien obligé pour un moment, voilà, malheureusement, de prendre son mal en patience, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que je ne suis pas absolument certain que ces interdictions seront de courte durée, parce qu'il y a eu, et c'est bien, des recours qui ont été faits sur le fond d'un tribunal administratif, etc., par l'Iliade, Président Benedetti, toutes choses qui sont très positives, mais on ne sait pas du tout si ça va aboutir. D'abord, c'est très long, le justice administratif, sur le fond, ça prend plusieurs années, en général, surtout si c'est le Conseil d'État. Bon, mais en plus, je vous dis que le Conseil d'État, ce sont en général des carpettes, hein, des serpillères qui ne font que ce que le gouvernement veut qu'il fasse. C'est-à-dire que, par exemple, rappelez-vous, ça m'a vraiment frappé, le 9 janvier 2014, le Conseil d'État avait interdit, sur ordre de Valls, le spectacle de Dieudonné à Nantes. Alors qu'en première instance, le tribunal administratif de Nantes avait dit oui, le spectacle peut se maintenir, c'était le spectacle Le Mur, un des plus corrosifs. Bon, eh bien, le Conseil d'État, dans un arrêt signé par, tenez-vous bien, Bernard Stirn, le frère du ministre Olivier Stirn, un ministre ridicule socialiste, donc il avait été longtemps au pouvoir, qui avait même d'ailleurs payé des... Enfin, vous fait payer des... Comment dirais-je, payer des figurants pour faire croire qu'il y a du monde à un de ses meetings, enfin bon, ça montre le niveau du personnage. Bon, Olivier Stirn, donc Bernard et son frère, et l'un et l'autre sont arrière-petits-neveux du capitaine Dreyfus, d'Alfred Dreyfus,
faut le faire quand même, je veux dire, ça ne s'invente pas. Bon, voilà, donc il était peut-être sensibilisé plus que d'autres à certaines questions, mais en tout cas, sur Ordre de Valls, eh bien, il a pris un arrêté qui rompait complètement à toute une jurisprudence libérale, non seulement du Conseil d'État, mais de la justice administrative en général, qui considérait qu'un spectacle devait être tenu, ce n'est que s'il y a des troubles publics effectifs, qu'on peut démontrer, prouver qu'il peut y avoir une interdiction. Voilà, mais le faire de manière préventive, c'est absolument hallucinant, quoi. Eh bien, ils l'ont fait en arguant du fait que Dieudonné était antisémite, qu'il était en antisémitisme, en négationnisme. Donc ils avaient vraiment ouvert la voie, par ce biais-là, en 2014, à l'interdiction de tout et n'importe quoi. Et ils s'étaient appuyés sur le seul précédent qu'il y avait eu, sur le fait, oui, considérant que dans le spectacle Dieudonné, il y avait des atteintes à la dignité humaine, tout ça, et le seul cas qu'il y avait eu dans le passé, c'était le lâcher de nains. C'est-à-dire qu'il y avait un spectacle qui consistait à lâcher des nains, un spectacle je crois de cirque, etc. Et on avait considéré que les lâcher, eh bien, c'était une atteinte à la dignité humaine. Moi-même j'aurais pu être lâché, n'étant pas très grand, tout ça. Mais en l'occurrence, enfin, j'avais demandé de participer à ce spectacle, qui était des gens encore plus petits, voilà, mais j'aurais été prêt à participer à ce spectacle, dans un souci ludique. Bon. Non, mais trêve de plaisanterie, voilà, donc lâcher de nains. Donc ça avait été donc absolument, donc voilà, donc voilà, mais ça n'avait rien à voir, le Dieudonné, bon, il s'agissait de propos, d'une pensée, il ne s'agissait pas de lâcher un nain. Et en plus on ne le lâchait pas sur Mars, il se faisait pas mal, il y avait un tapis tout à fait confortable pour accueillir. Voilà, bon bref, enfin bon, je vais rentrer sur le fait de l'acte moral ou pas, de savoir, il faudra interroger les casuistes, savoir s'il est moral ou pas de lâcher un nain. En tous les cas, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est ahurissant de comparer cela avec un spectacle Dieudonné. Bon. Donc, ce qui était fait avec le Conseil d'État en 2014, c'était déjà quelque chose qui était hallucinant. Et donc avec ça, ils peuvent tout se permettre, si vous voulez. Voilà. Et donc, moi je ne suis pas certain que ce ne sera pas inscrit dans la durée. J'espère me tromper. De toute façon, il faut toujours se battre jusqu'au bout. Donc, on verra ce que donneront ces recours devant le juge administratif. J'espère qu'ils aboutiront et qu'ils déboucheront sur quelque chose de positif. Je n'en suis pas absolument certain, parce que quand on regarde les choses, plus on avance, plus les libertés se restreignent comme peau de chagrin, et on a déjà toute une série de législations liberticides, de loi Pleven en 72, qui est la première depuis l'après-guerre, loi Pleven, loi Guesso 90, loi Lelouch 2003, loi Perben 2004, et puis donc sur l'homophobie notamment, délit de créant de l'homophobie, toute une série d'institutions gouvernementales, la L2 maintenant, la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui fait que sur toute une série de domaines chaque jour plus étendus, on ne peut plus rien dire sauf à réciter la Vulgate, sauf à être dans un conformisme total. Et le problème, c'est que les gens qui veulent faire carrière dans les entreprises, dans une série de sociétés, il faut aller dans ce sens-là, dans le sens des voitures électriques, dans le sens de l'écologisme, du réchauffement climatique d'origine humaine, dans le sens des droits LGBT, du droit des transgenres, du droit à l'avortement constitutionnalisé, de l'euthanasie pour tous, du mariage pour tous, etc. Voilà. Et c'est comme ça que, si vous voulez, c'est toujours de pire en pire les choses. Il y a une forme de sclérose et d'aggravation de la situation. Et c'est pourquoi il faut absolument qu'il y ait des voix qui résistent, des voix qui disent non, voilà, aussi faibles soient-elles. Et nous, pourquoi je pense qu'on est persécuté, bien qu'on soit tout petit nain, bon, eh bien, tout simplement parce que, en quelque manière, on dit des choses qui dérangent, on dit des vérités qui dérangent. Et même si on les murmure, même si ça n'est que un bourdonnement, eh bien, ça leur est insupportable. C'est-à-dire, ce qui pouvait être toléré en quelques années, ils ne le supportent plus. Ils veulent tout contrôler. Contrôler les esprits, contrôler les actes, contrôler les initiatives, contrôler les manifestations, contrôler les publications. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et en plus, maintenant, avec les moyens techniques dont ils disposent, les radars, tous les moyens techniques de surveillance généralisée, d'ingénierie sociale, eh bien, ils peuvent véritablement créer l'enfer sur Terre. Et moi, je trouve que de plus en plus, on va vers l'enfer sur Terre. Moi, je vois la différence, bien que je n'ai que 50 ans, eh bien, je vois déjà une évolution considérable. Dans les années 70 et 80, où il y avait déjà, bien sûr, un délitement de la société et de la civilisation, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quand même un espace de liberté qui était considérable par rapport à aujourd'hui. Enfin, même dans le domaine de l'humour, quand on pense par exemple à Pierre Desproges, par exemple, pour ne citer que lui, c'est inimaginable aujourd'hui, un Pierre Desproges. Bon, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont inimaginables, même de simples plaisanteries. Même des choses comme les inconnus, moins mais oui, comme les inconnus aussi, tout à fait. Mais même de simples plaisanteries, je dirais.
dirais, comme on pouvait les entendre à table, ici ou là, etc., sur les juifs, ou sur d'autres catégories ethniques ou religieuses et tout ça, sans penser à mal d'ailleurs, hein. C'est vraiment une plaisanterie. Et bien aujourd'hui, ça paraît inimaginable. Moi, je les entendais couramment ici ou là, dans certains repas, jusqu'à la fin des années 80. Au début des années 90. Carpentras avait déjà été une première étape. Hein. Le montage de Carpentras était une première étape, mais là aujourd'hui, c'est 10 fois pire. Hein. Il y a déjà eu d'interdiction de salles, de manifestations de Jeanne d'Arc en 90, en 91, de défilés qui avaient interdit pour la fête nationale. Hein, le 14 mai 90 et le 13 mai 91, suis bien sur ton calepin, voilà, hein. Donc c'est vraiment, mais après c'est un petit peu détendu, et là on voit très bien que c'est de pire en pire, voilà. Et donc je suis vraiment désolé, hein, pour les personnes qui s'inscrivent, on a proposé soit de rembourser, soit de transformer en don la réservation qui avait été faite, parce qu'on a 15 000 € finalement de dépenser inutilement, ça fait mal, hein, quand on essaye déjà de faire des économies, et surtout de résister face au fait qu'on est de plus en plus interdit en kiosque. Il y a eu Carrefour, Monoprix, Cora, Cultura, tous les relais, et maintenant il y a Auchan. Maintenant c'est fini dans tous les Auchan de France, il y en a quelques-uns, on a réussi un petit peu à en glisser quelques-uns, c'est fini. Donc on est là, donc la plupart des supermarchés, à part encore quelques-uns, je veux dire maintenant c'est fini quoi. Et même les kiosques, tous, certains, ne trouvent pas tous, on a perdu 30 à 40% quand même des ventes en kiosque depuis un an, parce que ça grignote, ils continuent, un certain nombre de groupes à faire en sorte qu'on soit interdit, parce que c'est-à-dire qu'en fait c'est très machiavélique, ils nous ont fait perdre l'agrément de la commission paritaire, parce que tant qu'on avait la commission paritaire, on était obligé de nous vendre et de nous exposer partout. On ne peut pas nous refuser, parce qu'on avait le statut d'hebdomadaire d'information politique générale, IPG, information politique et générale. Or, on nous l'a enlevé. Et là encore, avec des considérants absolument scandaleux, après 2 ans de campagne haineuse, scandaleuse sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai reçu une lettre, donc le 1er avril, c'est pas un gag, 2022, de la présidente de la commission paritaire, Madame Laurence Franchini, disant que après les lettres que Larsfeld et d'autres avaient fait dans Le Monde, 34 personnalités dans Le Monde, exigeant, mais pas excessif, hein, de la commission paritaire qu'on soit retiré toute affaire cessante cet agrément, et donc ils l'ont fait, ils sont exécutés dans le mois qui a suivi, le 4 mai, voilà, et donc la lettre que j'ai reçue, c'est hallucinant, on pointait dans le journal toutes choses, alors parler d'antisionisme, on n'avait pas le droit, parler évidemment de révisionnisme, question juive, on n'avait pas le droit, parler d'immigration, on n'avait pas le droit, parler de, voilà, on ne peut rien dire, voilà, hein. Donc, et donc c'était pris en politique, alors qu'en principe, c'est une commission qui est censée défendre le pluralisme, la liberté de la presse, l'indépendance de la presse, bon, on voit ce qu'il en est, hein, voilà, donc, et j'avais dit dans une lettre, peu avant cette décision, j'avais dit attention, commencez par nous, mais vous connaissez le fameux adage latin, Odi Miki Crastibi. Hein. Aujourd'hui c'est mon tour, demain ce sera le tien. Hein. Et on l'a vu avec François. Alors François, quand même réussi à gagner du temps, etc. Parce que, pour des raisons purement de forme, bon, on verra. Mais enfin, on voit très bien, ils avaient même dans le viseur valeur actuelle. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas créé l'agrément. Et d'ailleurs, de toute façon, ils ont quand même réussi. Alors, évidemment, valeur actuelle est beaucoup plus mou que nous, c'est pas du tout la question juive et pour cause, ils sont sionistes, national-sionistes, bon, encore moins le révisionnisme et tout ça, mais enfin, le peu qu'ils disent sur l'immigration, c'est comme le sujet et tout ça, c'est encore trop, et donc, eux aussi ont quelques soucis, voilà. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit peu de droite, dès qu'on n'est pas totalement conformé sur tous les sujets, il faut nous détruire par tous les moyens, voilà. Et d'ailleurs, ça fonctionne, puisque le directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, quoi qu'on pense de lui par ailleurs, a été démis de ses fonctions par l'actionnaire principal, parce qu'il y a une logique entre le capital et le lecteur, c'est le capital, évidemment, qui a l'argent, par définition, hein. C'est l'actionnaire principal qui est milliardaire, le milliardaire franco-libanais Saka, Iskandar Saka, et donc qui a démis de ses fonctions, il veut une ligne plus modérée, plus consensuelle de l'heure actuelle, peut-être sans doute pour éviter que l'heure actuelle soit persécutée et perde un certain nombre d'avantages financiers, d'aide publique, de commission paritaire, etc. Donc voilà, donc on voit très bien que la répression nourrit la répression, parce que oui, on nous dit, on me poursuit, quand on arrive à me faire condamner, on me dit, voyez, il a été condamné, donc il faut enlever la commission paritaire, maintenant qu'il a enlevé la commission, maintenant on enlève la commission paritaire, on lui dit, voyez, il n'y a plus la commission paritaire, donc on n'est plus obligé de le vendre, et si vous le vendez, comment osez-vous vendre un journal qui est antisémite, qui est révisionniste, qui est ceci, qui est cela, qui est raciste, qui est bon, tout ce qu'on veut, voilà, et donc, si vous voulez, c'est sans fin. Donc c'est là qu'on voit que la répression nourrit la répression, l'alimente, l'aggrave en permanence. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc, et sans que malheureusement il y ait véritablement de forces de résistance, puisque par exemple, même le Rassemblement national, ils en sont à demander l'interdiction des projets d'extrême droite, l'interdiction de colloques, de manifestations, ils ne défendent absolument pas les libertés.
Alors que, à une époque, quand même, je vous rappelle, le Front National Canadien Historique défendait quand même la liberté, pas simplement la sienne, mais même celle de groupement sur sa droite, sur son flanc droit. Il n'aura jamais envisagé de demander la dissolution, par exemple, du PNFE, du PNF, de l'Europe française ou de ça aurait été se tirer un peu une balle dans le pied. Voilà, donc c'était impensable à l'époque, si vous voulez dire. Et donc c'est là aussi où on voit l'évolution des mœurs, des mentalités, et qu'on voit à quel point, à l'avènement de Marine Le Pen, que j'avais prédit et que j'avais dénoncé dès l'époque, ce qui m'avait eu combien d'ennemis et de rognons, et bien néanmoins, on voit très bien que finalement j'avais vu juste. Je dirais même que la situation est presque encore même pire que ce que j'avais imaginé. Je veux dire, voilà, puisqu'elle en est à tout renier et même à se faire le complice actif de l'ennemi. Voilà, je veux dire, en demandant des interdictions. Voilà. Et moi, je suis sûr d'ailleurs que si elle arrive au pouvoir, une des premières mesures qu'elle prendrait, c'est l'interdiction de Rivarol. Et si elle pouvait même éventuellement me mettre en prison, elle n'hésiterait pas à le faire. Ça, j'en suis certain. D'abord, je pense que d'un point de vue personnel, ça lui déplairait pas. Et de surcroît, ça lui permettrait de donner un gage qui serait apprécié par la communauté, par exemple des lobbies. Voilà, donc c'est évident. Je n'ai aucune illusion là-dessus. Alors, second sujet, enfin deuxième sujet, parce qu'on a plus de deux. L'attaque violente au couteau d'un migrant à Annecy, donc avec 4 personnes grièvement blessées. Le jour de la fête de Dieu, c'était le jeudi 8 juin, 9h45 du matin. On assiste de plus en plus à une barbarie des mœurs et des comportements. Rappelez-vous déjà de l'affaire Lola, qui avait été absolument effrayante, cette jeune fille qui avait été violée, torturée et mise à mort dans des conditions absolument effrayantes. Par une femme d'ailleurs, pour le coup, semble-t-il avec des complices, on ne sait pas précisément encore, on ne saura peut-être jamais d'ailleurs. Bon, une affaire très mystérieuse d'ailleurs, où bien les questions se posent, bien des interrogations demeurent encore sans réponse. Et bien là, en s'agissant du secours à Annecy, d'abord il faut préciser qu'Annecy, chef-lieu de la Haute-Savoie, et dans tous les classements, dans toutes les enquêtes, une des villes jugées les plus agréables, à la fois les plus chères, les plus riches, mais les plus agréables, les plus paisibles, etc., avec ce magnifique lac d'Annecy, avec les montagnes qui le surplombent, tout ça est magnifique, et qui est considéré comme une ville, effectivement, extrêmement agréable à vivre. Les gens qui ont les moyens, qui ont les possibilités de vivre là, aiment à s'y rendre, ne fût-ce qu'en vacances. Et donc, cela signifie déjà qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus aucun endroit qui est sûr. C'est-à-dire que, bon alors certes c'est entre une grande ville, mais même dans des endroits reculés, il n'y a pas de certitude qu'il ne puisse pas y avoir des actes de barbarie. S'en prenant, vous voyez par exemple, comme c'est le cas là, à des enfants en bas âge, puisque 4 enfants ont été quand même violemment agressés au couteau. Ça n'était pas d'ailleurs un couteau particulièrement imposant, puisque c'est un couteau de type Opinel. Ce qui prouve qu'un simple couteau, un petit Opinel, s'il y a une intention mortifère et criminelle derrière, ça peut faire des dégâts quand même, ça peut faire des dégâts. Voilà. Et donc 4 enfants entre 22 et 36 mois, c'est-à-dire entre un peu plus d'1 an et demi et 3 ans, 4 enfants, et 2 septuagénaires également. Voilà. De la part d'un Syrien, qui là pour le coup, contrairement à la plupart des autres cas de ce type qu'on a pu voir dans l'actualité, était semble-t-il en situation régulière, lui, même si d'après Darmanin, il devait quitter le territoire bientôt, mais ça c'est toujours facile à dire. Bon voilà. S'agit-il d'un fou, d'un dément? On ne sait pas. Ça n'est pas en soi impossible, puisque parmi les millions de migrants qu'on a en France, il y a des gens qui sont dérangés psychiquement. On a suffisamment de Français qui ont des problèmes psychiatriques, sans importer des 4 coins du monde, des gens dérangés sur le plan psychiatrique, je veux dire. Il a été envoyé en hôpital psychiatrique. Il a été envoyé en hôpital psychiatrique. Bon. Donc c'est tout à fait possible. Cela étant dit, ce qui est un petit peu étonnant quand même, pour quelqu'un qui est dérangé, c'est qu'il a quand même pas mal roulé sa bosse, et qu'il s'est pas mal débrouillé, puisqu'il était en Syrie. Il est parti pendant la guerre en Syrie en 2011-2012, il va en Turquie, où il rencontre sa femme, qui est une Syrienne également, et dès 2012 ou 2013, il va en Suède. Et ils arrivent quand même à avoir un statut régulier en Suède, où il reste près de 10 ans quand même. Donc il faut quand même déjà un certain entre-gens pour arriver à tout ça, une certaine habileté qu'on imagine mal chez un dément quand même. Bon, voilà. Alors peut-être que c'est des crises de démence ponctuelles, ou que son état psychiatrique s'est aggravé au fil des années, je l'ignore. Bon, mais en tout cas, voilà. Et donc il s'est marié avec cette Syrienne, avec laquelle il a eu un enfant qui a 3 ans actuellement. Et apparemment il était SDF en France, bien. Et il a quitté la Suède en 2022 parce qu'il avait demandé d'obtenir la nationalité suédoise, chose qu'il n'a pas obtenue. Et donc il est venu en France.
parce que la En Suède... France, on obtient plus oui, facilement. parce que la Suède est avec la France un des pays qui sont un peu le paradis pour migrants, en quelque sorte. Il faut savoir que les Suédois, par exemple, sont un peuple charmant, extrêmement gentil, extrêmement accueillant, hospitalier, mais cette qualité, qui est en étude objectivement, se retourne contre eux, etc., avec l'immigration, parce qu'ils n'ont pas eu les défenses immunitaires de se préserver contre cela, etc. Et aujourd'hui, c'est effrayant. Moi, je connais un Suédois qui est rôle, il me dit c'est effrayant, notre pays a été complètement détruit, etc. Et c'est notre gentillesse qui contient de la bonasserie, finalement, et même voilà, boire la niaiserie parfois, etc., qui a amené ça. Alors certains se rendent compte maintenant, mais c'est un peu tard, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Mais je veux dire, c'est ça. Et je pense que les Suédois, plus encore que les Français, étaient vraiment dans une logique d'accueil. C'est leur culture, c'est leur tradition. Ce qui est tout à fait honorable quand on a affaire à des gens civilisés, mais quand on a affaire à des gens qui n'ont pas forcément de bonnes intentions et qui ne peuvent pas s'assimiler ou se fusionner avec le peuple suédois, évidemment, ça a des conséquences très fâcheuses. Surtout en plus quand il y a un nombre. Donc, voilà. Le migrant à Annecy a essayé de mener un peu une attaque sous feu drapeau parce qu'il porte une croix autour du cou. Alors justement, j'allais en parler, c'est très important ce que il y a des éléments douteux. C'est très douteux. Oui, alors finalement, on a fortement insisté, et les médias l'ont fait avec gourmandise, en disant que l'assaillant, qui est un Syrien de 31 ans, donc, était chrétien. Parce qu'effectivement, en Syrie, il y a quelques chrétiens, pas majoritairement, mais il y a des chrétiens. Bon. Mais surtout, moi, ce qui me frappe quand même, c'est le caractère, comment dirais-je, très marqué de ce christianisme, puisqu'il portait une croix au cou, il avait les policiers ont retrouvé sur lui un manuel de prière chrétienne, etc. Donc ce qui implique un engagement assez fort et donc en fait, si vous voulez, moi je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement l'intégrisme religieux, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, d'où qu'il vienne, amène aux pires abominations, et que donc c'est pourquoi il faut faire mener la guerre à toutes les formes d'intégrisme, de fondamentalisme, c'est-à-dire en réalité à toute forme de conviction religieuse, sincère et profonde. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, moi je crains qu'ils utilisent ça contre les établissements confessionnels hors contrat, les écoles hors contrat, et toute une série de manifestations religieuses et sincères, quoi, je veux dire. Voilà, c'est ça que je crains. Parce que comment peut-on se revendiquer du christianisme et attaquer des enfants au couteau? Je rappelle quand même que, où voit-on dans la Bible, dans le catéchisme, dans la théologie morale, on puisse assassiner des enfants, leur faire du mal, etc. Je rappelle que le Christ a même dit malheur à ceux qui scandalisent un enfant, il vaudrait mieux pour eux qu'on leur mette une meule au trou du cou et qu'ils soient au fond de la mer, qu'on les jette au fond de la mer. Je veux dire, voilà. Hein, et les mettre auprès d'enfants, les bénir, parce qu'il disait le royaume des cieux à ceux qui leur ressemblent, par leur innocence, par leur pureté, par leur sincérité, leur franchise, leur intransigeance, voilà, leur naturel, etc. Bon, voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'effrayant. Donc, on ne peut pas exclure évidemment un acte déséquilibré, mais je trouve quand même suspect, si vous voulez, ce qui tourne autour de cette dimension chrétienne fondamentaliste, comme ils disent, très marquée, quoi, etc. C'est quand même très étonnant. Hein. Il me semble qu'on n'a pas une croix, qu'on n'a pas un manuel de prière chrétienne quand on va avec un couteau agresser des enfants en bas âge. Après, la tenue, là, elle n'était pas chrétienne, hein. Il y avait le kéfier, machin. Oui, enfin bon, donc tout ça est quand même très suspect. Donc tout ça, ce serait quand même à étudier de plus près. Mais il est évident que ça va être instrumentalisé contre le christianisme et plus généralement contre les intégrismes. Voilà. Ce qu'ils appellent les intégrismes religieux. C'est-à-dire tous les gens qui ne veulent pas, comment dirais-je, mettre au-dessus de leurs convictions religieuses les valeurs de la République, les valeurs de la République. Voilà. Or, il est évident qu'un croyant sincère ne peut pas faire sienne les valeurs de la République, hein, qui sont les valeurs de laïcité, de féminisme, d'homosexualisme, de transsexualisme, enfin des choses abominables. Voilà, bon, c'est impensable. Bon, voilà. Donc, de plus en plus, il dit quelqu'un qui veut vivre en cohérence avec ses convictions, avec sa foi, sera de plus en plus persécuté par la République, hein, par le régime, et que ce soit à sa tête Macron, Édouard Philippe, Marine Le Pen, sera pareil, sera bonnet rose, rose bonnet. Il faut se faire des illusions là-dessus. Hein. Voilà, là, je n'ai aucune illusion là-dessus, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc ça qui était inquiétant. J'ai vu que Mélenchon avait dit ça ferait s'en prendre à des enfants, tout ça, etc. Bon, très bien, enfin lui, il a fond pour l'avortement, il est pour sa constitutionnalisation. Qu'est-ce que l'avortement, si ce n'est, je veux dire, tuer des enfants innocents. Hein. Bon, donc, je pense aussi, si vous voulez, que dans le fait d'avoir banalisé, d'avoir légalisé l'avortement et d'avoir banalisé, et même remboursé à 100%, c'est le cas aujourd'hui. Mais ça fait un peu l'image de l'enfant. Ah bah ça désacralise l'enfance, ça désacralise la vie. C'est
évident, hein, et l'innocence, c'est évident, sans même parler de la pornographie en plus, mais je veux dire ça, rien que déjà l'avortement, c'est évident. Bon. Mais en plus, au-delà de ça, on voit aussi donc, les ravages de l'immigration. C'est évident qu'on a déjà suffisamment de problèmes en France entre Français, sans en plus on en importe de manière artificielle en faisant venir des millions de migrants dans notre territoire. Et il est évident que c'est une volonté politique qui participe à la destruction de notre civilisation, de notre pays, de notre peuple. C'est évident. C'est évident. Comme il participe également le lobby LGBT, qui est promu par l'État, par les organisations non gouvernementales, par l'ONU, le Conseil de l'Europe, etc. C'est qu'on voit partout. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, c'est à la fois l'agression externe et la dissolution interne. Je veux dire, voilà. C'est les deux tenailles de la mâchoire qui, en quelque manière, sont là pour nous détruire. Hein, tout simplement, je veux dire, nous avilir, nous détruire. Et commencer par détruire notre enfance, notre jeunesse. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pourquoi il faut vraiment que le combat soit global, total, et dire la vérité dans tous les domaines, et refuser tout cela, tous ces mensonges, tout voilà. Mais si vous voulez, ils utilisent des lois d'exception pour nous empêcher de nous exprimer librement sur ces questions. Hein. Si vous dénoncez l'immigration, vous êtes raciste, un an de prison ferme, 45 000 € d'amende loi Pleven. Si vous êtes contre le lobby LGBT, homophobie, un an de prison ferme, 45 000 € d'amende. Vous êtes contre vous êtes transphobe, si vous êtes contre les transgenres, etc. 45 000 € d'amende, un an de prison ferme, etc., etc. Moyennant quoi, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien être. Voilà. Très bien. Oui, vous en avez un petit peu parlé, mais donc ce projet de loi sur l'euthanasie est toujours en cours. Alors quelles sont les dernières nouvelles le concernant? Bien, avant fin septembre 2023, Emmanuel Macron a décidé de légiférer, via son gouvernement, sur donc, ce qu'il appelle la fin de vie. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie active. Ce qui est le cas au Québec depuis un certain nombre d'années, en Belgique, aux Pays-Bas depuis une vingtaine d'années, en Espagne, notamment en Catalogne depuis 2 ans. Et il y avait une étude intéressante dans le Figaro daté du 15 juin qui disait que ça avait fait exploser les demandes. Parce qu'évidemment, c'est comme la loi sur l'avortement, la loi modifie et bouleverse les mœurs. À partir du moment où c'est plus un tabou finalement de mourir, des gens, dès qu'ils ne se sentent pas bien, dès qu'il y a une petite souffrance même purement psychologique, et ben hop, c'est la piqûre létale. Et même il montrait qu'au Québec, par exemple, on peut acheter des kits 700 €. Donc la personne, alors souvent c'est une grand-mère, mais ça peut être quelqu'un de 70 ans, et parfois ça peut être plus jeune, eh bien je veux dire, c'est un peu comme pour une crémation, en quelque sorte, la famille reçue, il y a des madeleines, on peut manger des madeleines, etc., une musique douce, etc. Et donc pendant ce temps, la grand-mère, la personne reçoit la piqûre létale, en quelque sorte, voilà. Et même il y a même des faire-part de décès maintenant, où on dit, c'est bien, elle a choisi sa mort, elle s'en est allée, voilà, etc. Voilà, je lisais dans le Figaro, je veux dire, maintenant c'est bon, ils rentrent, et maintenant, je crois qu'il y a 5 à 10% des gens qui meurent, des décès chaque année, qui sont par euthanasie légale, quoi, je veux dire, dans ces pays-là. Ce qui est énorme. Et ça augmente d'année en année, ça explose à l'exponentielle. Hein. C'est comme l'avortement, à partir du moment où vous brisez une digue, si vous voulez, après, c'est un torrent qui se déchaîne. Hein, voilà. Et il est évident que la vie, et peut-être plus encore la vie moderne, elle est faite d'énormément de souffrances psychiques, souffrances physiques, l'âge aussi, des traumatismes divers, familiaux, professionnels ou autres. On a tous eu des moments très difficiles dans notre vie, etc. Parce que c'est la nature humaine, c'est la nature humaine qui est amenée à souffrir ici-bas. Hein. Bon, on le sait, le péché originel. Par conséquent, il est évident que le refus de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, qu'elle soit mentale ou corporelle, eh bien, va aboutir à un nombre d'euthanasies considérable. Et comme maintenant il y a une déchristianisation et une déspiritualisation générale, ça va passer comme lettre à la poste. Hein. Je suis sûr que si on faisait des sondages ou s'il y avait un référendum, il y aurait 80-90% des gens qui voteraient l'euthanasie. Hein. C'est évident aujourd'hui. Hein. C'est même presque étonnant qu'elle n'ait pas été encore adoptée, même si déjà dans les hôpitaux, elle se pratique sans le dire sur un certain nombre de gens, déjà quand on augmente les doses de morphine ou de produits de ce type, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon. Mais là, si vous voulez, ça va être quelque chose d'institutionnalisé, et ça va être l'horreur.
ça va être l'horreur. Par exemple, des gens qui sont dans des EHPAD, les enfants viennent pas le revoir, viennent pas les voir, les petits-enfants viennent pas les voir ou pas les voir souvent, on nous dira à quoi je sers, moi j'ai déjà des gens qui me disaient déjà qu'ils pensaient au départ se faire enterrer, inhumer, mais finalement ils m'ont dit on va se faire incinérer parce qu'on sait très bien que nos enfants, nos petits-enfants viendront pas au cimetière, on va fleurir le temps, ils viendront pas nous voir, donc ça on dérange pas, voilà, donc on se fait incinérer. Moi je vois plein de gens me disent ça déjà, etc. D'ailleurs l'incinération ou le prélèvement ne cesse d'augmenter, bon, partout y compris en province, y compris dans les villages les plus reculés où c'était imaginable encore il y a 30 ou 40 ans bien. Eh bien, ça c'est la même chose spontanée, c'est que les gens vont se dire finalement, bon, j'arrive plus à rien, en plus je souffre, en plus bon, mes enfants viennent pas me voir et tout ça, je suis plus une charge que pour autre chose, hop, piqûre létale, c'est évident. Bon. Et au-delà de ça, le problème c'est que ça va jusqu'à des enfants maintenant. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, il y a des enfants qui ont été euthanasiés. En Belgique, il y a une jeune femme de 23 ans qui avait été traumatisée par des attentats qu'il y a eu à Bruxelles, mais simplement d'un point de vue purement psychologique, pas physique et tout ça. Eh bien, on a estimé que sa souffrance psychique, malgré les antidépresseurs et les anxiolytiques, faisait que, oui, sa demande devait être validée et elle a été mise à mort comme ça, quoi, je veux dire, voilà. Donc, si vous voulez, là, ça va être tout n'importe quoi, si vous voulez. Une simple dépression, une dispute avec son épouse, un problème à son travail, une divagation personnelle, un mal-être soudain, voilà. Donc ça va être l'horreur, je veux dire. Et sans compter qu'il va y avoir toutes les pressions pour avoir l'héritage plus vite, enfin, on va dans le sordide, dans l'effrayant, etc. Voilà ce qu'on nous prépare. Je lisais un article qui est assez intéressant dans le Figaro là-dessus, c'est l'horreur. C'est l'horreur qu'on nous prépare, voilà. Et au nom, toujours bien sûr, de la dignité humaine. Donc on nous a fait le coup pareil pour l'avortement, on a fait le coup déjà pour la contraception, etc. Pour l'avortement, pour le Pax, le mariage homosexuel, avec tous les guillemets nécessaires, et puis finalement ça va de plus en plus vite. Parce que vous voyez, entre le Pax et le mariage homosexuel, il y a eu 14 ans, 1999-2013, mais entre le mariage homosexuel et la PMA, il y a eu 6 ans. Il y a 2013-2019, ça va encore plus vite, on prend déjà le GPA, etc. Dans les faits, il est déjà pratiqué. Et là, l'euthanasie, il faut bien avoir conscience que avant la fin de l'année, doit être à la fois voté l'euthanasie, le prélèvement, et la constitutionnalisation du droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'on s'en prend à la vie donnée par le Créateur, par les deux bouts. Les bébés avortés, les vieillards euthanasiés, et ce ne sera pas seulement les vieillards. Ça va être les vieillards, mais ce sera tous les gens qui sont mal. Ça pourrait être des enfants, comme aux Pays-Bas, des jeunes gens, ça va être tout le monde, je veux dire. Parce que si vous voulez, ça va toujours de plus en plus loin, avec l'idée aussi de dire, vous êtes inhumain, elle a le droit de mettre fin à ses jours parce qu'elle souffre. Pourquoi moi je n'aurai pas de droit? Parce que j'ai pas 18 ans, parce que j'ai pas 15 ans, parce que moi j'ai pas un cancer en phase terminale. Vous voyez, ça va être sans fin, je veux dire. Et donc c'est ce qui se passe, c'est le processus auquel on assiste au Canada, ça veut dire au Québec, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et déjà en Espagne, et donc en France ça va être ça. Donc ça va être l'horreur, et ça va être de pire en pire. Donc au départ, on va nous faire croire, comme pour la loi Veil, qu'il y aura des garanties, qu'il y aura des balises, dans des cas et tout ça, etc. La loi Veil, il fallait un entretien qui voulait dissuasif, c'était limité à 10 semaines, conditions de détresse, mais elle n'était pas précise, les conditions de détresse. Voilà. Tout ça c'était pour faire en sorte que les récalcitrants, les opposants, finalement cèdent, voilà, en disant il y a quelques garanties, mais il n'y a aucune garantie du tout. Ça va être la balise va tomber, et ça va être un torrent qui va se déchaîner, qui va être de pire en pire d'année en année, et ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Et d'ailleurs, j'en viens à me demander que nous qui avons l'âge que nous avons, je ne sais pas, il fera pas bon d'aller dans les hôpitaux quand on commencerait à être un petit peu vieux, ou même simplement en mauvaise santé. Voilà. Parce qu'en plus, il suffira que si, comme a dit Nathalie, l'euthanasie, la société future, ce sera un moyen dans l'avenir de la vie, tout ça, en 1980, édition Séguer, son livre, l'avenir de la vie, il avait dit que le programme économique sera un instrument de masse des sociétés modernes, des sociétés futures. Bon, et il est évident que les vieux coûtant cher, surtout la fin de la vie et tout ça, on sait bien que pour des raisons économiques, de toute façon... puis là, c'est par choix, mais oui, ce sera imposé. Oui, puis vous savez, on peut très bien imiter ça. Puis on peut imiter une signature, on peut dire, si on veut le vigner le temps, après c'est facile. À partir du moment où vous avez plus cette balise, il y aura tous les abus possibles, je veux dire, c'est évident, toutes les folies imaginables, je veux dire. Bon. Et puis si vous voulez, c'est très facile pour quelqu'un qui est un petit peu fatigué, qui est un petit peu souffrant, qui est un peu, finalement, de le convaincre de ça, finalement, s'il est pas bien, tout ça, etc. Si les enfants
gens sont méchants avec lui, ils viennent pas le voir, une infirmière désagréable, etc. C'est vite fait, hein, je veux dire, bon, c'est difficile d'accepter ces souffrances, en plus on est déjà un petit peu dépendant, on est déjà plus informé, tout ça. On a des hauts et des bas dans la vie, mais ça va être une horreur dans les EHPAD. Alors on l'avait déjà vu avec le Rivotril et tout ça, c'était déjà quelque chose, c'était déjà un avant-goût si j'ose dire, hein, au moment du Covid, mais là ça va être quelque chose d'exponentiel, et qui ne touchera pas que les vieux, ça touchera d'abord les vieux, mais c'est bien que ça touchera tout le monde, y compris les enfants, y compris les petits-enfants, hein. Ça faut en avoir conscience, hein, je veux dire, voilà. Ça va être l'horreur, je veux dire, voilà. Et il y a des raisons économiques à ça, mais il y a plus encore des raisons idéologiques, il y a la franc-maçonnerie derrière, c'est proprement satanique, c'est-à-dire qu'il faut s'en prendre au créateur, hein, donc par l'avortement, donc qui est une forme d'acte diabolique, de sacrifice humain, finalement, de massacre d'innocents, hein, bon voilà, donc on le tue, voilà, le baptême c'est un acte, un sacrement magnifique, hein, qui fait enfant de Dieu. Ben là c'est l'inverse, c'est un peu le sacrement du diable, quoi, le sacrement inversé, hein, on tue en quelque sorte par l'avortement et par l'euthanasie d'autre part, hein, voilà. Et en plus l'euthanasie c'est une façon aussi de même que en avortant les enfants on les prive de l'éternité bienheureuse, béatifique, et ben en euthanasiant les vieux on les prive, dès lors qu'ils sont volontaires, on les prive du paradis, hein, c'est évident, je veux dire. Donc il y a ça aussi derrière, faut oublier, ça met des gens en enfer en grand nombre en plus, quoi. Faut en avoir conscience, on va du naturel, voilà. Donc ils savent ce qu'ils font, voilà. Donc c'est véritablement l'horreur organisée, et c'est ce à quoi nous allons aboutir. On va se battre de toutes nos forces contre ça, mais de toute façon, on sait très bien qu'à vue humaine, c'est perdu d'avance. Parce que ce genre de combat, si vous voulez, ils font toujours des commissions, ils prétendent dire que les gens voilà, disent ce qu'ils pensent et tout ça, que la décision n'est pas prise d'avance, alors qu'évidemment elle est prise d'avance, comme elle était sur l'avortement, comme elle était pour le mariage pour tous, comme elle est pour toutes ces questions-là, comme elle était sur l'abolition de la peine de mort, voilà. Et donc, on va avancer chaque jour de plus dans l'horreur et dans la barbarie, et c'est la raison pour laquelle, je le dis et je le répète, ce qui est le plus utile et le plus impérieux aujourd'hui, c'est de dénoncer cela, de dire la vérité, d'avoir une boussole qui est celle des principes, de la morale, de la tradition, de la vérité, du beau, du bien, du vrai. Parce que sinon, c'est le désastre absolu. On ne peut compter aujourd'hui sur aucune structure de résistance. Hein. Elles sont toutes neutralisées, toutes passées à l'ennemi, ou toutes tiédasses, mollassonnes, ne disent rien, c'est effrayant. Voilà. Donc, c'est soi-même qui, avec les lumières que nous avons, et les grâces que nous avons, avec l'intelligence dont nous devons nous servir, c'est nous-mêmes qui devons réagir, voilà. Refuser clairement ces abominations, de manière claire, nette et définitive. Voilà. Donc Dieudonné a été lâché par ces deux femmes, oui, entre Noémie Montagne et Marine Lequinier. Donc que pouvez-vous dire de ces affaires? Moi je dois dire que je vois tout ça avec beaucoup de tristesse, parce que je dois dire que Dieudonné est un humoriste de grand talent, qui m'a toujours fait beaucoup rire, et je dois dire que j'ai assisté à ces spectacles avant même qu'ils soient véritablement persécutés médiatiquement, puisque j'avais vu le divorce de Patrick, je crois, en 2002, en l'occurrence, j'avais trouvé que c'était un humoriste de grand talent, très créatif, puisqu'il faisait au moins 2 spectacles par an, et je dirais que en France, sur les 30 dernières années, il me semble que c'est presque le seul véritablement grand humoriste. Hein, puisque depuis la mort de Desproges, de Raymond DeVos, de gens vraiment de grands humoristes, avant de Fernand Reynaud et d'autres, tout ça, il me semble vraiment que c'est le plus grand, quoi. Disons, je suis au moins depuis 20-25 ans, quoi. Au moins depuis le début du 21e siècle. Enfin, à mon avis, sans discussion possible, bien. Et en plus, il a eu le mérite d'avoir un certain courage, un courage certain, pendant un certain nombre d'années, de résister quand même au rouleau compresseur médiatique, politique, tout ça, etc., en menant à plein sa mission, je dirais, de bouffon du roi, de pèlerin de la farce du mot, comme il dit, qui consiste, mais c'est la tradition du chansonnier, de l'humoriste, eh bien, à s'en prendre aux puissants, à moquer leurs travers, à les caricaturer, à dévoiler un certain nombre de faits les dérangeants, etc., avec humour, avec esprit, c'est ça. Il y a forcément une dimension politique dans un chansonnier de talent. Hein. Alors quand c'est Guy Bedos qui était de gauche, ça choque personne. Quand c'est Dieudonné, dans la mesure où il a abordé un certain nombre de questions, là ça ne va plus, parce qu'effectivement il y a des lobbies qu'on n'a pas le droit, des coteries qu'on n'a pas le droit d'atteindre, de toucher, de moquer. Il faut dire que du bien ou se taire, ce qui est le propre là aussi de la tyrannie, bien. Donc Dieudonné a résisté pendant 20 ans. Et c'est pas rien. C'est pour ça que moi j'ai toujours été quand même nuancé sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que je trouve ça très triste à tout point de vue. Mais si vous voulez, je n'oublie pas quand même le passé. Je n'oublie pas qu'il nous a fait rire. Je n'oublie pas que beaucoup de gens qui le critiquent aujourd'hui
certes avec raison, parce qu'on ne peut pas prouver ce qu'il fait, même si je ne sais pas sur quoi ça va aboutir, je crains que tout ça finisse très mal, mais enfin, on verra bien. Mais en tout cas, qui aurait résisté à tout ce à quoi il a dû faire face pendant 20 ans quand même, hein, les persécutions fiscales, la persécution administrative, l'interdiction de jouer de ça, la perte de ça, le spectacle, l'offensive médiatique contre lui, la diabolisation qu'il a subie, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Moi, j'ai connu des choses, je n'ai pas connu le dixième de ce qu'il a connu. Donc pour ça, je lui dis respect, voilà, et reconnaissance ce qu'il a fait. Ça, c'est le premier point. Après, évidemment, ce qui se passe depuis le début de l'année, bon, c'est vrai que je ne l'aurais jamais imaginé, surtout qu'il a été très critique sur les gens qui retournaient leur veste, qui cédaient, ou des gens qui se comportaient vraiment très mal, comme Chalençon, ou d'autres, ou même Bigard, ou d'autres, tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est surprenant, donc j'attends de voir un peu la fin du film. J'en ai déjà parlé longuement dans la vidéo sur la Téchoua de Dieudonné. Bon, on verra ce qu'il en est. Hein, même si je pense que les problèmes financiers, les problèmes avec ses deux épouses, doivent jouer un rôle à mon avis très important dans cette évolution funeste. Mais en tout cas, moi je ne participerai pas à la curée. Hein, et le fait qu'on instrumentalise contre lui maintenant ces deux épouses ou conjointes ou concubines successives, Marie Mutinier d'une part, mère de ses trois premiers enfants, puis dans une montagne, mère de ses 4 autres enfants, parce qu'il a eu 7 enfants, tout. On s'en disait souvent 9 parce qu'il y en avait 2 qui étaient dans une montagne d'autres pères. Voilà, mais donc lui en a eu 7 tout enfants, un plus que moi pour l'instant. Je dois le respect. Bon, donc, et moi c'est la même femme, hein, voilà. Eh bien, voilà, oui, je suis très traditionnel. Les règles de tête que j'ai, je ne peux pas non plus. Voilà, mais donc, trois enfants d'une première femme, 4 enfants de l'autre, bien, et donc, c'est triste de les voir maintenant, bon, bah, médiatiquement, s'en prendre à lui. J'ai vu dans une montagne, il a pris un avocat juif qui me ostensiblement dans l'équipage, j'ai vu, il a parlé de 20 minutes sur Radio Juive, du cas Dieudonné, donc elle serait vraiment entre les mains de ces gens-là. Elle a dit d'ailleurs qu'elle avait pris contact avec la communauté juive, elle a dit ouvertement, j'invente rien, j'exagère rien, bon, voilà, et maintenant elle dit qu'elle a été sous emprise pendant des années, que c'est un tyran domestique, que c'est un type abominable. On se demande pourquoi elle est restée près de 20 ans avec lui, quoi. Bon, voilà. Et de toute façon, je trouve que, bon, évidemment que moi, je ne suis pas avocat particulièrement, mais c'est évident que quelqu'un qui était toujours sur les routes, hein, qui était partout en France et même à l'étranger faire des spectacles, qui passait du temps à les écrire, qui tous les jours quasiment faisait des émissions, des sketchs, etc., sur Internet et tout ça, etc. Comment voulez-vous qu'il ait eu le temps d'avoir une vie de famille, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de sa femme comme il le faudrait? Ça, c'est sûr, c'est un peu comme une femme de marin, une femme de médecin qui était toujours, quand les médecins n'avaient pas d'heure à l'époque et tout ça, les clients, même des patients, pardon, le soir, tout ça, c'est sûr que ce sont des activités qui peuvent être lucratives quand ça fonctionne bien, certes, mais où l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de conjoints. Et ça, je reconnais que ça ne va pas être facile à vivre. On se retrouve avec des enfants, je crois qu'il y a eu 4 enfants de 4 ans, qu'elle a été les 4, ce qui est très méritoire. Hein. Voilà, mais bon, je ne sais pas si elle est des aides ou pas, je l'imagine, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est très difficile. Donc ça, je comprends. Et en plus, je pense qu'elle admirait beaucoup Dieudonné, donc elle s'est beaucoup investie. Il a mis gérant des productions de la Plume, elle l'a beaucoup défendu, etc. Je ne doute pas d'une grande sincérité. Ils ont fait des chansons ensemble. Tout à fait. Et c'est triste, c'est triste de voir cette forme de naufrage, quoi. C'est un gâchis immense, quoi. Et je veux dire que les coups qui viennent de l'intérieur, on le sait, sont beaucoup plus durs, beaucoup plus cruels, beaucoup plus violents, beaucoup plus dévastateurs que ceux venant de l'extérieur, etc. Et il est évident que c'est pourquoi il faut toujours essayer de soigner sa famille. C'est pas toujours évident, mais après, moi, je ne peux pas rentrer dans l'intimité du couple que je ne connais pas, sur les torts des uns et des autres et tout ça. Sans doute que si elle en est arrivée là, elle a sûrement tous les torts à 100%. De toute façon, dans des séparations, il est rare que tous les torts soient d'un seul côté. Mais c'est dramatique, et ce qui est triste, c'est cet étalage public, quoi, nauséabond, et particulièrement, on a l'impression qu'elle veut quand même essayer de s'en tirer le plus possible sur un plan financier, fiscal et judiciaire, en chargeant au maximum son ex-compagnon, ce qui humainement et psychologiquement peut s'expliquer, mais qui est quand même pas très glorieux quand même. Je veux dire, je trouve qu'elle aurait peut-être pu se taire, ou en tout cas être moins discrète dans ses démarches. Bon, elle estime que c'est nécessaire cette libération de la parole, bon, mais enfin, moi je constate que ça fait le jeu de l'ennemi, encore une fois, et que c'est triste. Mais en tout cas, je crois que ça doit nous conduire aussi à une leçon, c'est que lorsqu'on a des activités publiques, on a tendance, surtout quand on a un homme, parce que quelque part c'est un peu plus grisant,
d'avoir des activités publiques où on est quand même mis en avant, surtout là sur scène on est applaudi, il y a un certain succès, on rentre de l'argent, on rencontre beaucoup de gens, on a du succès, certes on a aussi des ennemis, mais il y a une forme de griserie qui peut se manifester, et puis et on peut venir pour oublier sa famille ou ses enfants, et on le paye cash à un moment ou à un autre. Tous les gens que je connais qui ont fait ça, on le paye cash. Regardez même Le Pen, regardez avec ses filles. Vous voyez, quand on voit comme Marine s'est comportée avec lui, mais c'est aussi parce que, d'après les éco-gauchers, il ne s'occupait pas de ses enfants, parce qu'il était toujours pour la politique, il partait en croisière avec sa femme, faire du bateau pendant 2 mois, il comprenait pas. C'était la nounou qui s'occupait des enfants, tout ça, et donc c'est une leçon qu'il faut tirer. Moi, c'est toujours une question que je me pose, et je suis très loin d'être exemplaire là-dessus, mais je me dis, est-ce que je passe suffisamment de temps avec mes enfants, avec mon épouse, etc. Voilà. Est-ce que finalement j'étais assez délicat, assez présent, assez affectueux? Et c'est pas toujours le cas. Il faut faire attention, parce que je veux dire, un homme croit que quand on est marié, on a la bague au doigt, que c'est gagné. Mais non, tout commence en fait. Ouais. Et une vie c'est long. Aujourd'hui, les vies sont parfois très longues. Et donc, lorsqu'on a des activités extérieures qui sont prenantes, et souvent les hommes aiment ça, parce que quand on est passionné par un métier, une activité, etc., bon, on s'y donne à fond. Et a fortiori, si on a un certain succès, et aussi notre liberté, et ça peut être quand au détriment de la cellule familiale, et on paye forcément un autre ça. Et j'ai vu des gens qui l'ont payé vraiment très violemment. Même parfois j'ai vu chez des enfants un mépris de leur père qui objectivement ne le méritait pas, mais parce qu'il avait été absent. Et il avait été absent au moment où il aura fallu qu'il fût présent. Voilà, voilà. Et donc c'est ça qui est dramatique, et c'est pourquoi il faut faire attention. Bon, c'est pour ça que je très attention avec ma femme, c'est très attention. Bien, tu trouvais des pâtes, tu trouvais attention. Ah oui, tu étais le cadeau. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, il faut faire très attention là. Mais je veux dire, à la vérité, ça n'est pas toujours simple, parce que, puis c'est vrai que l'homme est assez égoïste de nature, faut reconnaître, plus que la femme, je pense. Même si aujourd'hui tout est dénaturé, donc je ne tirerai pas des conclusions définitives et hâtives. Mais en tout cas, il faut y faire attention. Je pense que Dieudonné paye ça. Après, encore une fois, je l'explique très bien. C'est quelqu'un qui s'est donné complètement à sa vie de saltimbanque, de spectacle, et c'est un métier prenant 24 sur 24. Je veux dire, c'est évident, parce que les spectacles finissent tard le soir, ils sont sur les routes, etc. Mais je pense qu'il paye ça. Si tu laisses instrumentaliser cette détresse humaine, est instrumentalisée par l'adversaire, par l'ennemi, de manière ignominieuse et de manière particulièrement douloureuse, mais malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas rare. Surtout, je dis, c'est chez les personnalités publiques, et qui donc sont amenées à être très peu chez elles, très peu chez elles, et qui ont tendance, même sans le vouloir, mais par les événements en fait, qui se bousculent finalement, à négliger une vie de famille, et c'est toujours un désastre à un moment ou à un autre, toujours. Voilà. Alors plus ou moins grand, plus ou moins rapide, mais il finit toujours par revenir. Donc c'est aussi une leçon à tirer. Donc je dis, si vous avez des activités, faites attention. Ouais, mais je ne sais pas ce que cela adviendra. J'en sais rien, rien n'est plus fragile aujourd'hui qu'une famille, et qu'un couple. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je veux dire, bon. Mais en tout cas, il faut essayer d'y veiller. Voilà. Je dis ça sur une leçon morale. Moi, je dis ça simplement parce que j'ai trop vu de gens qui avaient pourtant plein de qualités, de cœur et d'esprit, mais qui ont mal géré leur famille, leur couple et tout ça, parce qu'ils étaient trop pris pour d'autres activités dans lesquelles ils se donnaient à fond, et qui l'ont payé au prix fort. Voilà. Et malheureusement, quand on dit le trop tard, il est trop tard. Alors un peu de nouveau concernant l'extradition encore reportée de Vincent Renoir. Oui, alors c'est un épisode sans fin, je ne sais pas si ce sera le dernier numéro, normalement on devrait le savoir, s'il n'y a pas encore un nouveau report, le 27 juillet. Le 27 juillet 2023. Donc, c'est-à-dire qu'il aura fait, Vincent, quasiment 9 mois en prison. C'est-à-dire qu'en réalité, il aura en Écosse, dans la prison d'Édimbourg, purgé toute sa peine, à 15 jours près, 2 semaines près, des 1 an de prison pour donc une vidéo qu'il avait faite, pour laquelle on lui demande l'extradition. C'est-à-dire qu'en réalité, Vincent pense que, peut-être qu'il est optimiste, je ne sais pas, mais il pense que le tribunal probablement ne donnera pas suite à l'extradition parce qu'il constatera que la peine a été déjà exécutée en France à 2 semaines près. Donc il me dit, pour 2 semaines, ça m'étonnerait qu'il me extrade. Moi, j'en suis pas si certain que ça, mais enfin, on verra bien. Voilà, on verra bien. Parce qu'il y avait 2 mandats d'arrêt. Le premier mandat d'arrêt, c'était donc ça, une vidéo de 2014 dénonçant l'emprisonnement de la jeunesse par rapport au débarquement de 44, par rapport à la religion chouatique, d'une part, et d'autre part, donc il y avait un 2e mandat d'arrêt plus récent, parce qu'on veut vraiment la peau de Vincent, c'est clair, les autorités françaises. Et donc,
là c'était sur une vidéo de 2020 qu'il avait faite, où il était question des juifs, où il n'y a absolument rien d'antisémite, mais on essaye, en tirant quelques phrases de leur contexte, de faire passer pour quelqu'un de haineux et d'antisémite, pour pouvoir justifier le fait qu'il soit extradé, puisque je rappelle qu'au Royaume-Uni, dont l'Écosse fait partie pleinement, il n'y a pas actuellement de loi anti-révisionniste, anti-négationniste. C'est simplement, par contre, l'antisémitisme, la discrimination raciale, etc., et raciale, sont en revanche condamnés, interdits, sont un délit. Donc on essaye de le faire passer pour un délinquant sur ce plan-là. Voilà, hein, voilà. Et de manière, je trouve, très grossière. Donc que fera le tribunal d'Édimbourg? Il doit statuer le 27 juillet, parce qu'il y a eu plusieurs reports. Alors là, pourquoi il y a eu un report cette fois-ci? C'est tout simplement parce que l'avocat adjoint de la défense de Vincent a eu un accident vasculaire cérébral et donc il n'a pas pu travailler assez le dossier, rendre ses conclusions à temps, et donc des conclusions doivent être rendues le 13 juillet, et l'audience, il y aura des débats, et la décision en principe doit être rendue par les juges du tribunal d'Édimbourg. Ça devrait être dans la journée du jeudi 27 juillet 2023. Alors nous, on sera dans notre pause estivale à Riverol, donc on ne pourra en parler là que fin août, ou à la rentrée fin août, hein, voilà. Mais peut-être je ne sais pas si on fera une vidéo avant ou après, ou à cette époque, on verra bien. Mais en tout cas, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, donc soit il sera extradé, soit ce sera encore reporté, soit il ne sera pas extradé, et s'il n'est pas extradé, il m'a expliqué le jour même, dès qu'il est au tribunal, il est libre. Hein, en principe, il va au tribunal, c'était le cas le 8 juin, il a déjà son petit sac et tout ça, parce que ses affaires, c'est aussi le tribunal lui dit il n'est pas extradé, il ne va pas en prison, il sort immédiatement à la fin de la séance du tribunal, et il est libre au Royaume-Uni. Voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes ces affaires seraient trop simples, à mon avis, qu'il serait sorti d'affaires complètement, mais enfin, ce serait quand même une belle victoire, et ce sera un bol d'air important pour lui. Je ne sais pas, très sincèrement, si ça va arriver ou pas. J'ai toujours quelques inquiétudes vis-à-vis de la justice, d'où qu'elle vienne ou qu'elle soit. D'autant que relâché, il reviendra peut-être un peu dans les émissions de démocratie participative. Aussi. Quand sera-t-il la justice écossaise? J'en sais rien. Démocratie participative, dont on parle abondamment, pour des tracts qui sont distribués au très nombre de villages en France, etc. Donc j'ignorais tout ça d'ailleurs. Je l'ai découvert en lisant les journaux, etc. Mais là encore, on voit que Bruxelles est dans le collimateur, en quelque sorte des autorités françaises, et qui ont sûrement essayé de tout faire pour essayer d'obtenir son extradition du Japon vers la France. Hein, donc voilà. Y arriveront-ils? Je n'en sais rien, mais on voit très bien que, après s'en être pris à Vincent Renoir, la prochaine cible c'est Bruxelles. Hein, ils n'en cachent même pas, c'est très net. Hein. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, ce réfugié à l'étranger peut permettre certes de gagner du temps, quelques mois, quelques années, mais je ne pense pas que ce soit une solution de très long terme. Hein. Je pense qu'à un moment et à un autre, surtout qu'aujourd'hui c'est un village planétaire. Hein. Donc, et le lobby étend ses tentacules monstrueux un peu partout dans le monde. Par conséquent, voilà, il faut rester très prudent là-dessus. Vous faites référence à une affiche de Vichy, là, avec les pièvres. Écoutez, passons à la conclusion en proposant les auditeurs de s'abonner. Écoutez, j'encourage vraiment les gens à s'abonner à Riverol, parce que vraiment c'est difficile pour nous. Il y a eu 15 000 € du banquier, on est presque dans les kiosques, les tarifs postaux ont été multipliés par 3, les frais de papier d'impression ont fortement augmenté de plus de 30% depuis un an. Par conséquent, c'est bien quand même difficile pour nous. On tient encore le choc, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc c'est pourquoi, on vous demande, pour ceux qui le souhaitent, de nous aider, de vous abonner, de faire un don. Vous trouverez tout sur riverol.com, hein, les différents types d'abonnements, pour faire un don, pour cotiser aux amis de Riverol, ou sinon vous pouvez aussi nous envoyer un abonnement directement par voie postale et par chèque à Éditions des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Voilà, écoutez, restons les cœurs, restons battants, vaillants, soyons courageux, soyons droits, disons la vérité, haut les cœurs, et merci à tous. Merci, au revoir. À très bientôt.